Très chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur Al24 News pour Eco Hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse et de décryptage de l'actualité géoéconomique internationale. Nous allons parler énergie ce soir, pétrole plus précisément. Après la décision prise en début du mois par les pays OPEP, non-OPEP, de réduire volontairement la voilure et de soustraire quelques 1,1 million de barils de la production globale, une décision plutôt surprenante qui en a surpris d'ailleurs justement plus d'un et dont les motivations sont liées selon certains experts à la conjoncture économique actuelle autour du prix du baril de pétrole. Les tenants et les aboutissants de cette baisse, on en parle juste après ça. Et pour aborder ce sujet ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau d'Eco Hebdo Chouaib Boutamine. Vous êtes consultant dans le segment Oil and Gas. Bonsoir Chouaib. Bonsoir Khaldin. Et pour vous accompagner, on a le plaisir encore une fois d'accueillir Abdrahman Mebtoul. Vous êtes expert économique international. Bonsoir professeur, merci d'être avec nous encore une fois. Merci de l'invitation. Alors avant d'entamer le débat, je vous propose d'écouter deux déclarations. L'une, c'est celle du ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arqab. L'autre, c'est celle justement d'un expert financier qui s'est exprimé sur les tenants et les aboutissants financières de cette baisse décidée par les pays OPEP non-OPEP. Après avoir pris en considération les différents rapports d'experts, il a été décidé de poursuivre la baisse de la production relative aux 2 millions de barils qui a été décidée en octobre 2022, en y ajoutant de manière volontaire une baisse de la part des pays OPEP et non-OPEP à raison de 1,6 million de barils jour. وفاصل 660 ألف برميل يوميا. Je pense qu'un autre effet important pour ceux qui ont pris cette décision est qu'aujourd'hui nous avons les marchés des capitaux de la région et nous avons vu qu'ils ont commencé l'année au premier trimestre alors que la plupart d'entre eux étaient dans le rouge ou proche de la zone négative, à l'exception du Dubai Financial Market, et je pense qu'une partie de cela est due au fait que beaucoup d'investisseurs institutionnels étrangers voyaient que les prix glissaient vers les $70 et que cela pourrait affecter une partie de la croissance économique. Maintenant, je pense qu'avec le genre de fluctuations que nous avons vues, plus près de $80, en dessous des $80, cela pourrait également fournir une bonne base pour que ces marchés se remettent dans le vert et, espérons-le, avec les résultats du premier trimestre de nombre de ces entreprises, nous pourrions voir un changement de dynamique de la direction des marchés au deuxième trimestre de 2023. Professeur Abdrahman Mebtoul, une décision donc plutôt surprenante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement le contexte général de cette baisse ? Bon, vous savez que cette décision s'ajoute à la réduction, comme vient de le dire le ministre de l'énergie algérien, de la production convenue lors de la 30e session ministérielle du 5 octobre 2022, où l'OPEP a décidé d'ajuster à la baisse la production globale de 2 millions de barils par jour. Bon, il faut préciser que c'est une décision individuelle qui n'engage pas l'organisation de l'OPEP+, qui est composée de 23 membres, dont 13 membres de l'OPEP, et 10 membres qui s'ajoutent hors OPEP. Oui. Donc c'est une décision individuelle qui n'engage pas l'organisation. Bon, elle concerne 8 pays. L'Algérie qui a décidé de réduire de 48 000 barils par jour, l'Arabie Saoudite 500 000, les Émiratis Arabes 144 000, le Koweït 128 000, l'Irak 211 000, la Russie 500 000 par jour, et le Sultanat d'Oman 40 000 barils par jour, et enfin le Kazakhstan 78 000 barils par jour, ce qui donne une réduction totale de 1 649 000 barils par jour. Donc, ça, c'est une décision individuelle, oui, comme l'a dit le ministre, au vu des rapports des experts et de la conjoncture de l'économie mondiale, parce que il faut préciser que l'élément fondamental du cours du pétrole, c'est la croissance de l'économie mondiale,
Et effectivement, le dernier rapport du FMI de janvier 2023 donne effectivement que la croissance de l'économie mondiale devrait ralentir en 2023 en passant de 3,4% en 2022 à 2,9% en 2023. Donc c'est pour tenir compte de cette conjoncture qu'effectivement a été prise cette décision des 8 pays de l'OPEP. Très bien, merci professeur Abdelrahman Mebtoul. Alors Chouaib Boutammine, 1,1 million, auquel s'ajoutent justement ces fameux 500 000 barils décidés par la Russie, ce qui fait un total de 1,6 million, comme le professeur Mebtoul vient tout justement de le préciser. Alors, quelle influence est-ce que ça aura sur le marché ? Exactement. Bon, il faut tout d'abord expliquer qu'il y avait déjà une décision unilatérale de la Russie au mois de mars qui a décidé de réduire sa production de 500 000 barils par jour à partir du mois de mars jusqu'à 3 mois. Oui. Alors, cette décision-là de l'OPEP Plus, cette fois-ci, en réalité, elle est de 1,1. Mais si on rajoute les 500 000 barils de la Russie, ça va devenir 1,6 milliard de barils qui s'étend jusqu'à mois de décembre 2023. Oui. D'accord. Alors, je crois qu'il y avait des indications qui ont poussé l'organisation de l'OPEP Plus d'aller vers cette réduction volontaire. Le ministre Mohamed Arqa parle de rapport d'experts. Exactement. Alors, il y avait des indications. La première, il y avait ce qu'on appelle, il y avait un collapse. Il y avait des défaillances de quelques banques mondiales, le SVB, Silicon Valley aux États-Unis. Il y avait aussi des banques aussi au niveau de l'Union européenne. Alors, il y avait la peur de la récession au niveau international sur le marché mondial. Alors, parmi les indicateurs aussi, que l'administration Biden a décidé le mois de février passé de réduire, de libérer 26 millions de barils de son stock, le SPR, de son stock stratégique à partir du mois d'avril. Et normalement, il rentrait le 1er avril jusqu'à mois de juin. Alors, l'administration américaine a pris déjà une décision unilatérale de réduire, de libérer 26 millions de son stock. Alors, il y avait vraiment des indicateurs, comme vous le savez, maintenant on est la saison de printemps. Il y aura plus de production d'énergie renouvelable en Europe, surtout l'énergie hydraulique et même l'énergie éolienne. Aussi, si on voit l'économie chinoise, elle n'est pas vraiment prometteuse jusqu'à maintenant, parce que selon les indications, ils disent que l'économie chinoise ne donne pas de résultats très très positifs pour ce moment-là. Alors, c'était une décision très saine de la part de l'Union, de l'organisation de l'OPEP Plus. Pourquoi ? C'est pour protéger le marché du pétrole. Il faut mettre une chose très importante en tête. L'organisation de l'OPEP Plus, son rôle, c'est de faire un équilibre au niveau du marché international, mais cet équilibre, il ne sera pas au-dessous de 85 ou 90 $. Comme vous le savez, après la guerre en Ukraine, il y avait pas mal de choses. Les prix de large consommation ont vraiment augmenté sur le marché mondial. Comme vous le savez, il y a le blé, il y a le soja, il y a le riz qui ont doublé entre 2019 et en 2022-2023. Alors, un pays comme l'Algérie, comme l'Arabie Saoudite, ont des pays qui exportent de l'énergie mais importent des aliments de large consommation, des aliments de bétail. Comme vous le savez, la viande a aussi augmenté sur le marché international. Alors, pour faire un équilibre budgétaire, il faut avoir un prix du baril 85 à 90 $. C'est tout à fait normal. Je crois que c'est une décision qui est venue dans un moment très critique, mais elle n'était pas vraiment à l'ordre du jour. Mais je crois qu'elle était très saine et qui va vraiment servir le marché du pétrole sur la scène internationale. Très bien, Chouaib Boutammine, merci. Professeur Abdelrahman Mebtoul, alors on le constate depuis quelques semaines, voire quelques mois, depuis le début de l'année, le baril du pétrole qui joue au yo-yo, permettez-moi cette expression, avec des fluctuations au niveau des prix. Est-ce que justement cette baisse va
en finir avec ces fluctuations en remontant la barre justement au-delà des $80. Et est-ce que ce ne serait pas là la première motivation justement des pays ayant eu recours à cette baisse? Bon, vous savez que la majorité des pays de l'OPEP depuis des années militent pour un baril qui ne pénalise ni les consommateurs ni les producteurs entre 70 et $80 le baril, hein, en tenant compte bien entendu du processus inflationniste parce que cela a un impact effectivement sur le niveau du cours du baril. Bon, cette décision pour l'instant elle a eu un impact relativement mitigé puisque depuis 2 jours et le 8 avril d'aujourd'hui 2023, le cours est à 84,94 et le 8 à 80,47 $ pour un cours euro-dollar de 1,10 parce qu'il y a eu une dépréciation effectivement du dollar qui a permis effectivement d'ajouter 2 à 3 $ le cours du Brent puisqu'il est coté en dollars. Et effectivement, pour l'instant, comme vous venez de le dire, il faut éviter l'euphorie. Rappelez-vous, certains experts avaient prédit au début de la guerre de l'Ukraine qu'on allait s'orienter vers un baril de $200. Oui. Après la décision récente de certains pays, certains se sont aventurés sans analyse objective, ne connaissant pas le secteur, vers un baril à $100. Non, le grand problème, c'est que il faut tenir compte ce qui s'est passé récemment du conflit entre la Turquie et l'Irak, où pendant quelques mois, il y a eu un gel de à peu près 500 000 barils par jour. Bon, l'entente, il y a eu une entente le 2 avril 2023, où effectivement l'Irak pourra réexporter ces 500 000 barils par jour vers la Turquie. Mais le plus inquiétant et la raison fondamentale, comme je l'ai dit précédemment, c'est la croissance de l'économie mondiale. C'est que la majorité des pays qui tirent la croissance est en ralentissement. Je vous donne des exemples. Les USA auraient un taux de croissance de 1,4% en 2023 contre 2,6% en 2022. La zone euro, 0,9% en 2023 contre 3,5% en 2022. L'Inde, 7% contre 9% en 2022. Et seule la Chine arrive à se tirer. On prévoit 4,8% en 2023 contre 3,2% bien en 2022. Loin des niveaux habituels pour la Chine. Oui, mais le grand problème, Bloomberg a fait une importante étude qui date de décembre 2022 où l'économie chinoise ferait face à plusieurs défis et on ne sait pas si ce taux sera atteint puisque le taux idéal pour la Chine c'est 7-8% minimum, pour absorber la pression démographique. C'est que malgré l'annonce de l'abandon de la stratégie par exemple du zéro Covid, la nouvelle vague de contamination constitue une réelle menace et devrait retarder la reprise de la consommation privée. Deuxième élément de Bloomberg, la crise immobilière qui a éclaté fin 2021 s'est amplifiée en 2022 et continuerait encore à avoir ses effets en 2023. Troisièmement, après un important soutien public en 2022, les marges de manœuvre des autorités budgétaires et monétaires ne sont pas aussi larges qu'il est paraît. Et enfin, quatrièmement, les incertitudes au niveau local s'interrogent sur les chiffres de croissance de la Chine pour 2023. Donc, regardez les deux locomotives de la croissance de l'économie mondiale, qui sont les USA et la Chine, et en troisième position, l'euro. Si on prend le PIB à l'intérieur du PIB mondial, les États-Unis à peu près pour 2022, 23 000 milliards à 24 000 milliards de dollars de PIB. La Chine approche les 20 000 milliards de dollars et la zone euro, y compris l'Angleterre, à peu près 17-18 000 milliards d'euros. Ces trois pays totalisent presque, disons, les 60-65% du PIB mondial qui est estimé en 2022 à 100 000 milliards de dollars. Donc vous voyez, donc c'est une position relativement sage du fait de l'incertitude de l'économie mondiale, mais je ne pense pas, personnellement, qu'on aille vers les $100 comme certains l'affirment. Très bien, professeur, très bien, merci. Alors, Chai Botamin, dès l'annonce de cette décision, les regards se tournaient vers les États-Unis, tout naturellement, pour guetter une éventuelle
réaction. Cette réaction est venue du président américain Joe Biden. Je vous propose d'écouter ce qu'il a dit, de regarder cet extrait vidéo. Tendez bien l'oreille, c'est très subtil. Mr. President, on OPEC, do you have any reaction to the oil production cuts, sir? OPEC! On OPEC! Pardon me, sir? What was that? Shoaib Boutamine, it's not as bad as you think. Ce n'est pas aussi grave que vous le pensez. Joe Biden, est-ce que réellement ces 1,6 million de barils retirés de la production représenteraient une espèce de danger pour le secteur de l'énergie, notamment pour les pays occidentaux, notamment dans la conjoncture actuelle difficile, comme nous le savons tous? Exactement. Bon, comme vous le savez, la consommation mondiale du pétrole est avoisinant les 100 millions de barils par jour. Alors, une réduction de 1,6, ça représente 1,6% de réduction. Oui, 1,6%. Alors, oui. voilà, 1,6. Ouais. Alors, je pense que la déclaration du président Biden cache quelque chose, c'est que peut-être il compte sur la production des shale gaz et shale américains. Il compte aussi sur la saison du printemps où on produit plus d'énergie à partir des énergies renouvelables. Il compte, je crois, aussi sur la récession mondiale. Et c'est bien qu'il y a des indicateurs que l'économie mondiale est vraiment en baisse. Elle ne s'améliore pas rapidement. Et son meilleur exemple, c'est les défaillances d'une banque Silicon Valley et d'autres banques sont des indicateurs qui disent que l'économie mondiale, vraiment, ne s'améliore pas dans quelques semaines, quelques mois. Et je pense qu'il compte beaucoup plus sur sa production locale. Sur le marché, qu'est-ce que ça représente à peu près 1,6% de la production journalière? Qui va en pâtir le plus chez nos voisins de l'Union européenne, par exemple? Quels sont les pays? Je crois que ça compte beaucoup parce que 1,6, ça compte beaucoup sur le marché international. Oui. Il faut prendre ça en considération. Et l'OPEP place, après cette décision, après étude longue, je crois, et stratégique, parce qu'il y a des stratèges qui font cette politique-là. Et je crois pour l'Union européenne, il y a des problèmes majeurs maintenant au sein de l'Union européenne. Question d'énergie, je dois souligner quelque chose qui est très important, c'est que pendant on a vécu des températures très douces cette année-là, pendant l'hiver. Alors, ils sortent maintenant, les pays de l'Union européenne, ils sortent avec des stocks remplis à 50%, qui est un record, la première fois qu'ils sortent de la saison hivernale avec un stock de 50% rempli à 50%, ça veut dire que c'est un gain pour l'Union européenne. Et ils comptent sur la production d'électricité au mois de printemps, mais je crois que cet optimisme-là ne va pas durer longtemps pour l'Union européenne. Je crois qu'à partir du mois de juillet, on va directement toucher les conséquences négatives de l'impact du climate change. Oui, parce que la température haute en été, ça veut dire qu'il y a moins de pluie qui tombe en hiver. Alors, la production de l'énergie hydraulique, ça va l'affecter fortement au sein des pays de l'Union européenne, qui va réduire leur production d'électricité. Je crois qu'à partir même, je parle de l'hydropower, l'énergie hydraulique, et même de l'énergie nucléaire. Comme vous le savez, l'année passée, vous savez bien ce qui s'est passé en France, où les niveaux d'eau qui se sont vraiment baissés au fleuve au niveau de la France et qui n'ont pas trouvé suffisamment d'eau pour refroidir leurs installations nucléaires. Je crois que le même problème on va le vivre cette année-là avec le nucléaire français et même l'énergie hydraulique qui va générer moins d'électricité, alors moins d'énergie. Je pense que l'impact, la réduction de 1,6, ça va nous protéger, soi-disant, entre parenthèses, quelques 3-4 mois. Mais ça représente surtout entre
4 et 8 dollars le baril. Ça a augmenté, a été ouais, 76, 77, maintenant à 85 dollars. C'est déjà un gain. Ouais. Mais j'espère que ce gain va rester quelques semaines, quelques 2-3 mois. Mais je crois que la crise s'approfondit à partir du mois de juillet, où l'Union européenne va vivre quelques difficultés en matière de la génération d'électricité à partir du renouvelable. Très bien, Chouaïb Outomine. Professeur Abdelrahman Mebtoul, alors dans ce contexte global de baisse, l'Algérie devra tout simplement réduire sa production de l'ordre de 48 000 barils jour. Qu'est-ce que ça représente à peu près 48 000 jours dans une production qui est, actuellement un peu plus de 1 million de barils jour pour l'Algérie? Bon, pour répondre même à votre question, vous savez que la consommation mondiale en 2022 a été exactement de 101,17 millions de barils par jour. Donc vous voyez, vous pouvez ramener les 1,6 par rapport à la consommation globale et vous aurez la réponse à votre précédente question. Bon, il y a un autre élément très très important dont il faudra tenir compte, c'est que il faut raisonner en dynamique. C'est que il faut tenir compte de la production de pétrole et de gaz schiste américain qui est hors OPEP, qui est devenu le premier producteur mondial avec plus de 11 millions de barils par jour. Bon, et si on ajoute l'Arabie Saoudite et la Russie, ça représente quand même 40% du total. C'est les trois pays lourds. 10 millions pour l'Arabie Saoudite, combien pour la Russie, professeur? L'Arabie Saoudite, à peu près plus de 10 millions de barils par jour, ainsi que la Russie. Très bien. Donc, ça représente 40% d'après un rapport de l'OPEP. Les trois pays, c'est les trois pays dominants. Bon, il faut tenir compte aussi, peut-être de la rentrée, c'est qu'ils ont des réserves la plus importante d'Afrique. C'est 43 milliards de barils. En ce qui concerne la Libye, ils peuvent facilement aller, pour 6,5 millions d'habitants, aller vers 2-3 millions de barils par jour. Il y a le problème, ils ne sont pas concernés par le quota. Oui, ils ne sont pas concernés. Il y a le Venezuela aussi, qui est la première réservoir pétrole du monde. Oui, mais vous le savez bien, le Venezuela avec... milliards de barils avant l'Arabie Saoudite. Et si les sanctions sont levées et elle ne fait pas partie des quotas, ça pourrait effectivement avoir un impact sur le marché. Et n'oublions pas l'Iran. L'Iran, c'est quand même un pays très très important. C'est que l'Iran, elle n'est pas concernée par le quota. Elle a des réserves de 160 milliards de barils de pétrole. Et elle peut produire facilement, d'après le ministre iranien, entre 4 et 6 millions de barils par jour. Mais l'élément déterminant, à moyen et long terme, entre 2023 et 2020, sera la transition énergétique. C'est que l'Europe, elle prévoit 50% de sa consommation en 2030 en énergie renouvelable et en hydrogène vert. Et d'après un rapport américain de la Fed, d'ici 2030-2035, les investissements prévus dans le cadre de la transition énergétique, si on additionne les USA, la Chine, l'Europe, l'Inde, devraient dépasser les 4 000 milliards de dollars et les grandes compagnies devraient se réorienter progressivement leur investissement dans des gisements, dans des segments écologiques rentables à terme. Pour ce qui concerne notre pays, il faut quand même s'en féliciter. Il faut s'en féliciter. Vous savez que pour 2022, d'après le rapport de la Banque d'Algérie, le cours moyen annuel a été de 106 dollars le baril. Et pour le gaz qui représente 35 à 37% des recettes de son attraque, entre 12 et 14 dollars le million de BTU. Contre 2021, c'était à peu près 5-6 dollars. Et la moyenne était de 70 dollars le baril en 2021. Très rapidement, professeur, pour l'Algérie, très rapidement. Ça a permis de reconstituer les réserves de change dont le président de la République vient de donner avant-hier le dernier chiffre, 64 milliards de dollars, et qui ont été clôturés à 60 milliards de dollars fin 2022. Et donc l'Algérie a pu reconstituer ses réserves de change
améliorer la situation de sa Très bien, balance de professeur. paiement. Malheureusement, je me permets de vous couper parce que... De sa balance de Ouais. paiement, mais en espérant l'Algérie a d'importantes potentialités pour redresser la situation grâce à ce retour du cours des hydrocarbures. Merci d'avoir conclu rapidement, professeur. Merci infiniment, Chouaib Boutammine, d'avoir été avec nous. Merci. Professeur Abdelrahman Mebtoul, vous étiez en direct avec nous depuis Oran. Merci également, chers téléspectateurs. C'est la fin d'Eco Hebdo. Je vous donne rendez-vous, quant à moi, la semaine prochaine. Excellente soirée sur Al24 News.